retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Roger Ondialandi et de notre éditorialiste Gratien Rukindikiza. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Monsieur Roka Rolin Londong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste centrafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Nouvelle rassurante pour la République centrafricaine. Le pays devrait renouer avec la croissance établie à 4,5% en 2016. Elle devrait s'établir à 4,7% cette année. Ceci grâce à la reprise du dialogue entre le gouvernement et les groupes armés. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Une délégation du Fonds monétaire international en mission début juin à Bangui a annoncé une prévision haussière de la croissance économique de la Centrafrique. Établie à 4,5% en 2016, elle devrait atteindre cette année 4,7%. Cette situation est imputée à la reprise du dialogue entre les protagonistes de la crise dans le pays. Quelle est la situation économique réelle de la Centrafrique? La croissance annoncée est-elle ressentie dans les secteurs de l'économie? La deuxième guerre civile qui a éclaté en Centrafrique fin 2012 a plongé le pays dans une situation chaotique à tous les niveaux et l'économie n'est pas en reste. À travers des dialogues, des solutions de sortie de crise sont proposées. L'agriculture représente 50% du produit intérieur brut, sans oublier l'existence de gisements d'aluminium, de cuivre, d'or, de diamants, d'uranium et des puits de pétrole. Pour l'heure, le constat est alarmant. La Centrafrique est l'un des pays les plus pauvres parmi les PMA, pays les moins avancés, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, le chômage est élevé, l'accès aux services d'éducation et de santé de base n'est pas assuré, il existe de très fortes inégalités et l'espérance de vie à la naissance est la deuxième plus faible au monde. Autant dire que des mesures drastiques s'imposent dans cet État d'Afrique centrale qui compte plus de 5 millions d'habitants. La mesure phare qui a été prise par le président de la République, c'est la création d'un comité de suivi de la gestion des finances publiques en RCA, qui est présidé par le chef de l'État lui-même, et bien évidemment avec tout le gouvernement et les partenaires de développement pour que nous puissions tous ensemble trouver la solution. Je pense que c'est l'une des plus grandes mesures que le président de la République a eu à prendre au début de son mandat. À cela, bien évidemment, s'ajoute la nécessité pour nous aujourd'hui de moderniser la gestion des finances publiques, notamment en créant un cadre qui puisse nous permettre justement d'optimiser la gestion de nos différentes régies financières. Selon des experts du FMI, un indice est à prendre en compte, celui de la croissance économique du pays. En fin de mission en Centrafrique, la délégation de l'institution de Bretton Woods, qui a travaillé sur le redressement socio-économique centrafricain avec le ministère des Finances, table sur une croissance de 4,7% en 2017 contre 4,5% en 2016. Cette prévision part de l'hypothèse selon laquelle le dialogue avec les groupes armés permettra de réduire la violence et les destructions, favorisant ainsi un rebond des investissements publics et privés. Le développement du secteur privé dépendra des mesures prises par les autorités en vue de rationaliser les taxes parafiscales, d'éliminer les exonérations ad hoc et de procéder à l'apurement des arriérés de l'État à l'égard des petites et moyennes entreprises. L'inflation annuelle moyenne devrait baisser pour s'établir à 3,8% en 2017 grâce à une reprise de la production agricole. Aussi, de 5% au sortir de la crise, le niveau des recettes représenterait près de 8% du PIB, toujours en 2017. Lorsque vous signez un programme avec le FMI, cela vous ouvre vraiment la porte vers d'autres institutions, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, toutes ces institutions-là, devant lesquelles nous présenterons un peu notre programme économique, devant lesquelles nous présenterons les différents projets que nous avons, de façon à ce que ces bailleurs de fonds ou éventuellement ces donateurs-là puissent s'inscrire un peu dans la logique du programme que nous avons signé avec le Fonds monétaire international. La reprise des exportations devrait progresser et dépendrait de la capacité du gouvernement à récupérer les marchés implantés dans le secteur informel depuis le début du conflit. Néanmoins, les exportations de bois, de café et de coton, principale richesse agricole du pays, devraient continuer à pâtir de l'insécurité et des perturbations qui touchent le secteur des transports et de la logistique. Le premier élément sur lequel l'État doit se focaliser pour pouvoir améliorer, relancer l'économie, c'est d'assurer d'abord la sécurité. D'assurer la sécurité pour que les productions réalisées à l'intérieur du pays puissent être acheminées au niveau de la capitale et dans les zones, dans les villes urbaines,
pour réduire le prix qui devient un peu élevé sur le marché afin de permettre aux Centrafricains d'avoir des aliments, des produits alimentaires moins chers. Depuis quelques années, la Centrafrique est sujette à des violences inouïes, découlant de conflits interreligieux et intercommunautaires dont les protagonistes sont essentiellement les rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans, et la milice anti-Balaka, dont la plupart sont des chrétiens. Malgré une période économique difficile, on a noté une reprise de l'économie au début de l'année 2014 avec 1% de croissance économique. Mais au cours du mois de septembre de l'année 2015, une sévère reprise des violences a eu lieu. Par conséquent, le taux de croissance du PIB réel s'est limité à environ 4,1% en 2015 contre une prévision annoncée par le FMI de 5,5%. Quant au secteur extérieur, il a souffert de la suspension du processus de Kimberley qui empêche le pays d'exporter du diamant. Mais en octobre 2016, la Centrafrique est réadmise dans ce processus pour lequel un important stock de diamants bruts d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA sera commercialisé. Alors, cette prévision du FMI part de l'hypothèse que le dialogue entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés permette de réduire les violences. Monsieur Londong, est-ce que vous êtes optimiste? Alors là, je pense que déjà, bonjour à tous les téléspectateurs, je pense que tout est imagé ou bien imaginé par ces gens. Pourquoi je dis ça? 70% du territoire centrafricain se trouve dans la main de ces seigneurs de guerre. On n'a pas... il faut vraiment le signaler parce qu'il faut le dire. Le gouvernement, effectivement, a la volonté d'amener la paix en République centrafricaine. Ils ont initié avec la communauté de Santé Djedjo, il n'y a pas très longtemps de cela, du 14 au 20 juin dernier, des négociations au niveau de Rome qui ont abouti à une signature d'un accord de cessation immédiate des hostilités. Moi, je ne comprends pas, d'après votre reportage, dire que les négociations vont amener à une concertation pour avoir des recettes. Parce que là, quand on entend dire on prévoit 4,7% de la croissance au niveau du PIB, sachant que 4 régions sur 6 sont sous le joug des groupes armés, parce que ces recettes dans ces régions-là ne vont pas dans la caisse de l'État. Et il faut prendre en compte ces paramètres-là. Où vont ces recettes? Mais ce sont les seigneurs de guerre qui le mettent dans leur caisse personnelle. Ce n'est pas le trésor public centrafricain qui en bénéficie. Donc ce calcul, pour moi, elle est totalement biaisée. Que répondez-vous, monsieur Andjala? Non, je veux dire, la prévision haussière qui vient d'être faite par le Fonds monétaire international, qui est une institution assez sérieuse. C'est dire qu'on n'est pas dans une pensée comme ça désirée. On est là sur des faits économiques. On constate qu'aujourd'hui, le pays entre dans une période donc d'embellie. Donc, on peut penser qu'on peut se réjouir. Donc, moi, je pense que je me réjouis de cette croissance-là, parce que c'est une croissance, comment dire ça, qui est voulue, qui est planifiée, qui est organisée. Alors, 4,7%, ça reste un chiffre. Est-ce que concrètement, sur le terrain, le niveau de vie des Centrafricains s'est amélioré? Est-ce que cette croissance est palpable? Dire ça comme ça, c'est vrai qu'il y a la conjoncture. On peut penser que pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, la condition de vie des Centrafricains n'a pas suffisamment amélioré. Mais ça, ce sont des éléments structurels, ça. La question aujourd'hui, c'est de dire que nous avons une conjoncture qui permet de relancer l'économie. Et cette conjoncture-là, elle est faite de plusieurs éléments. Mais est-ce possible, pardonnez-moi de vous couper, Gratien, est-ce possible finalement de renouer avec la croissance tant que la sécurité, comme disait M. Londong, n'est pas rétablie sur l'ensemble du territoire ou alors sur une grande partie du territoire? Alors, il faut rectifier d'abord une chose, c'est que tout ce qui est produit dans la partie rebelle fait partie du produit intérieur brut Centrafrique. Donc, rentre dans ce pourcentage de croissance. Ce n'est pas seulement ce qui rentre dans l'État, le PIB. Donc, cette croissance du PIB, c'est tout ce qui est produit intérieur, et aussi tout ce qui est produit par l'administration en tant que service. Alors, ce chiffre qui est avancé, je pense, tient compte aussi de ces milliards de dollars prévus pour l'export des diamants qui sont encore entassés en Centrafrique. On sait bien qu'il y en a beaucoup. Mais en réalité, il faut savoir que ce pourcentage part
de l'instant de N à N+1. Cela veut dire que la situation économique se trouve presque au bas niveau. Moindre progression, 4,5 par rapport à la situation actuelle, c'est trop peu, c'est trop faible par rapport à la situation. Ce n'est pas comme un pays qui se trouve à un certain niveau, un pays comme l'Éthiopie, qui pourrait faire 4,5, ça représenterait beaucoup de choses. Or, le pays part de très bas, donc cette progression, c'est juste une petite relance, juste on met beaucoup d'argent au niveau de l'ONU, l'argent pour les services, l'argent pour la démobilisation. Cela crée aussi une croissance de 4,5. Ce n'est pas vraiment la production en soi qui va créer cette croissance aujourd'hui. On peut dire, on peut relativiser ce chiffre. Monsieur Landon. On peut relativiser, certes. Alors il faut signaler aussi qu'en 2013, nous étions à moins 31,8% de PIB du produit intérieur brut en Centrafrique. Un rebond de plus de 30 points pour moi, voire même 40, c'est vraiment... c'est trop faramineux pour moi pour pouvoir y pencher là-dessus. Si on doit tenir compte effectivement de ce que vous venez de dire, que c'est sur tout l'étendue du territoire centrafricain que nous devons prendre en considération la production intérieure brute, mais je vous signale que sur les 4 régions, disons les 16 préfectures, plus personne ne produit. Les gens sont dans des camps de déplacés. Nous sommes à 483 000 déplacés internes, plus les autres qui sont dans les pays limitrophes. Mais je ne vois pas qui, dans ces régions-là, peut aujourd'hui se permettre d'aller au champ pour produire, d'aller cultiver. On a parlé des terres arables tout à l'heure. Mais qui, aujourd'hui, dans la région nord, centre, est, peut aller aux gens et pour qu'on prenne en considération... Les rebelles ne sont pas si bêtes que ça. Ils font du commerce. Ils font des trafics. Ils font des trafics. Ce trafic rentre dans les échanges. Alors ça, par contre, là, c'est pas normal. Parce que ça devient de l'économie parallèle. Ce n'est pas un circuit normal. Donc non, là, il faut qu'on tienne compte des circuits économiques normaux dans ces genres de calculs. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas avoir cette lecture-là. Il faut rappeler quand même qu'il y a des faits historiquement, l'histoire économique, je veux dire. Avant la crise, la République centrafricaine avait une croissance de l'ordre de 5-6%, 7%. Il y a eu, pendant la crise, il y a eu cette période justement de contraction de l'économie qui fait qu'on est passé à moins 36% ou 26% que tu as relevé. Ça, c'est évident. Il se trouve qu'aujourd'hui, le pays est reparti. Il y a eu des élections dans le pays. À Zémio, personne ne cultive la terre. Les artisans miniers ne produisent plus pour eux-mêmes. Ils produisent pour les seigneurs de guerre. Non, mais c'est pas le débat, ça. Ce débat-là, c'est pas le débat. On risque de passer à côté des choses assez sérieuses. Parce que si on pense que simplement, rien ne se passe dans le pays, non. Il y a eu des élections dans le pays, il y a une situation politique aujourd'hui, des élections présidentielles, législatives, etc. Un gouvernement a été nommé. L'ensemble du gouvernement, donc des départements sectoriels, sont aujourd'hui en train de faire un travail. À la fois, ils ont fait un travail pendant un an, fait un travail de réflexion. Ils ont apporté en réflexion pour améliorer les services et compagnie. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion, il y a une conception sur les actions à mener. Et pour l'instant, ça veut dire qu'il y a eu des réflexions, mais il n'y a pas encore eu d'action concrète. Si, justement, il y a eu des réflexions qui ont été apportées. Mais est-ce qu'il y a eu des actions concrètes qui ont été initiées? Mais bien sûr, puisque nous, en termes maintenant de conjoncture, donc la situation économique, il me semble qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une reprise. Il y a une reprise des approvisionnements du Cameroun en République centrafricaine. Donc le corridor Douala-Bangui fonctionne totalement, ce qui permet aujourd'hui de baisser en termes d'inflation, de baisser le coût de vie. Mais on peut dire que les approvisionnements font partie, disons, d'un processus normal de fonctionnement. Non, mais pendant très longtemps... ça ne fait pas partie des mesures d'un État qui sort de la guerre. J'essaie là d'apprécier les éléments de conjoncture qui expliquent pourquoi on parle de croissance aujourd'hui. J'essaie d'expliquer. Donc, il y a premier élément politique, je vous dis qu'il y a des élections. Deuxième élément qui explique, donc des facteurs explicatifs, donc de cette croissance-là, c'est le fait qu'il y a une conjoncture économique dans le pays. Il y a le BTP, par exemple, a repris parce qu'on a une forte communauté internationale dans le pays. Par contre, c'est que vous ne dites pas, M. Andjalandi, vous ne dites pas à nos téléspectateurs aussi que on n'a pas eu les détails de ces paramètres qui prévoient ce sont des détails-là. Justement, mais je t'amène ces détails-là. Ne nous a pas expliqué comment ils ont fait ce calcul pour prévoir on va pas s'amuser. On va pas s'amuser à faire un débat d'experts. Non, c'est pas le débat d'experts. C'est juste pour dire les éléments concrètement. Nous avons 2 régions qui font aujourd'hui fonctionner
l'administration centrafricaine. Là, on est d'accord là-dessus. Non, c'est complètement faux parce que d'abord, il y a la région forestière. Puisque, ce sont les deux régions. On a la région de Bangui. Alors, allez-y, monsieur, on dialogue. Il y a la région forestière qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une activité forestière. Donc, il y a une progression donc, de l'exportation des grumes, ce qui explique aujourd'hui que ces données-là qui permettent justement à l'économie de redémarrer. Par exemple, il y a cette économie forestière qui fonctionne aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. La région de l'Ouest et la capitale, ce sont les deux régions qui font fonctionner. Il y a une relation du pays avec la communauté internationale, communauté financière internationale, le FMI, Banque mondiale, le Fonds arabe, Fonds saoudien, etc. Toutes ces institutions interviennent aujourd'hui soit en aide budgétaire, soit en travaux directement, donc des travaux d'infrastructure, etc. Donc il y a une activité économique dans le pays. On ne peut pas nier ça. Non, et puis il y a les IDE, il y a les investissements directs extérieurs. Il y a Total qui investit dans le pays en termes de distribution. Voilà des éléments comme ça qui permettent aujourd'hui d'apprécier la croissance. Ce n'est pas la production des Centrafricains. Mais on parle de la croissance, on parle du PIB, la production intérieure du pays. Oui, justement, ce qu'il dit, qu'est-ce qui est dans ce PIB, justement, dans cette progression? Vous parlez de l'investissement. On construit parce qu'il faut construire des bâtiments, on construit, on importe des choses. Mais en réalité, ce ne sont pas les Centrafricains qui sont pas en train les infrastructures sont des services qui sont aujourd'hui comptabilisés comme étant des éléments qui concourent à la croissance du pays. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça ne suffit pas de dire le pays est occupé, etc. Non, ce n'est pas ça le débat. Le débat n'est pas à ce niveau-là. Je vais encore vous dire, les exportations, par exemple, aujourd'hui, on a remarqué que, par exemple, il y a beaucoup la France a quasiment exporté, l'exportation de la France vers la République centrafricaine a augmenté. Donc, et aussi bien l'importation de la France vers la République centrafricaine aussi importée. Donc, je veux dire que ces éléments-là permettent aujourd'hui d'apprécier la croissance. Voilà des éléments qui permettent de nourrir cette croissance-là. Merci, monsieur Ndialordi, pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. Dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.